Je vais vous présenter la première partie de cette conférence qui concerne en fait le playbook de Tesla, c'est-à-dire en quelque sorte le manuel ou le guide qui vous permettra de comprendre quels sont les facteurs clés de succès de Tesla, si ce n'est pas déjà décrypté de votre côté. C'est un exercice, comme l'a dit Joachim, qui nous passionne chez Faber-Novel. En fait, depuis une dizaine d'années, on décortique les facteurs de compétitivité des géants de la technologie. Donc, on regarde les GAFA principalement, mais toutes les entreprises on va dire, qui se présentent comme des disrupteurs d'industrie traditionnelle. Et Tesla, en fait, est un bon exemple de disrupteur sur une industrie centenaire qui est celle de l'automobile. Donc, à l'heure où je vous parle, Tesla vaut un petit peu plus que 184 milliards de dollars. En fait, depuis 1 ou 2 heures qu'on regarde les cours de bourse, le cours augmente aujourd'hui et on a atteint, quelques minutes avant la présentation, on a atteint 200 milliards de dollars. Alors, c'est énorme en termes c'est un nombre énorme, que ce soit en absolu ou en relatif. En absolu, parce que Tesla figure à peu près au 30e rang des plus grosses market cap, donc capitalisation boursière du monde, et n'a pas du tout à rougir face aux autres entreprises technologiques qui sont les GAFA. Et en relatif aussi, comme vous pouvez le voir sur la slide, parce qu'en fait, Tesla vaut aussi cher en bourse que Ford, General Motors, Daimler, PSA et Uber combinés. Donc, c'est réellement une entreprise qui est un géant, qui est finalement le constructeur automobile le plus cher de l'histoire de la bourse. Et aujourd'hui, c'est une date aussi assez particulière puisque Tesla fête quasiment jour pour jour son introduction en bourse. Donc la question, c'est de savoir justement quelle a été la trajectoire de Tesla sur ces 10 dernières années, même si Tesla a été créé quelques années avant 2010, pour aussi comprendre si c'est oui ou non une entreprise qui mérite le titre de disrupteur de l'industrie automobile. Donc Tesla, je le disais, c'est le numéro 1 en termes de capitalisation boursière si on se réfère uniquement à l'industrie automobile, mais c'est aussi les premiers vendeurs de voitures électriques dans le monde. Alors, c'est bien sûr un marché niche. Les volumes sont à relativiser puisque Tesla a mis sur le marché un peu plus d'1 million de véhicules depuis sa création, mais affiche des taux de croissance qui ne font pas rougir Elon Musk. Depuis 4 ans, Tesla a une croissance de près de 50% de ses revenus et a atteint en 2019 à peu près la moitié du chiffre d'affaires de Renault. Ça se stabilise autour de 25 milliards de dollars. Donc, c'est réellement une entreprise qui dépasse le statut de challenger, c'est plus la petite start-up de la Silicon Valley qui doit faire ses preuves. C'est un réel constructeur automobile qui a su s'installer dans une industrie qui était assez fermée, avec des entreprises historiques telles que Renault, Ford, etc. Et la liste est assez longue. Donc, je le disais un instant plus tôt, le marché de l'automobile est un marché finalement assez niche. Le véhicule électrique est aujourd'hui dominé par Tesla. Le marché du véhicule électrique est dominé par Tesla avec 22% de part de marché. Si on se focalise sur la France, on a à peu près 45 000 nouvelles immatriculations pour des véhicules électriques chaque année. La moitié de ce chiffre, à peu près 44%, pardon, est dominé par la Zoé. Donc, le premier vendeur en France de véhicules électriques, c'est Renault, suivi de près donc, par Tesla, qui a à peu près 10%, 12% du marché. Donc, d'autant plus que Tesla, en plus, est entré sur le marché de l'automobile électrique en France il y a un peu plus d'1 an. Donc, il y a quand même une bonne traction. Ce qui est important, en fait, c'est de voir aussi la dynamique de ce marché, puisque c'est un gâteau, le marché du véhicule électrique, qui grossit assez vite, plus vite que les autres segments, donc véhicules de toute motorisation confondue. Et surtout, c'est un marché sur lequel il y a de la place pour grossir. Tesla, pour l'instant, a 22% du gâteau, mais compte bien, justement, avec le Model 3, s'imposer pour démocratiser le véhicule électrique. Et on va y revenir, mais Tesla se positionne aujourd'hui plutôt au minimum sur la moyenne gamme, mais plutôt sur le haut du panier en termes de type de véhicule. Et tout l'enjeu d'Elon Musk, c'est d'arriver en fait à faire du véhicule électrique un véhicule pour tout le monde. Et c'est cette stratégie, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc Tesla est une entreprise qui est installée depuis plus d'une dizaine d'années. Et en fait, quand on compare, quand on met les voitures Tesla sur le banc d'essai, c'est une entreprise qui remporte la course plutôt haut la main sur un très grand nombre de caractéristiques.
Donc, bien sûr, sur l'autonomie, c'est le modèle S qui possède la plus grande autonomie en termes de batterie, mais aussi sur la vitesse, je sais pas si, et l'accélération. Je ne sais pas si vous avez déjà testé une Tesla, moi j'en ai pas, mais pour être déjà monté dedans, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On a plutôt l'impression d'être dans des montagnes russes que dans une voiture. Et d'ailleurs, Tesla dépasse les plus grosses cylindrées, Porsche, Ferrari, Lamborghini, au démarrage. Donc, c'est une entreprise qui détient un réel avantage compétitif au niveau de la technologie et de la motorisation. Cette technologie, elle vient essentiellement de l'intégration du software, mais aussi des batteries, qui est un peu la clé de voûte. Et je pense que mes collègues speakers reviendront là-dessus. Aujourd'hui, ils ont réussi à développer from scratch, on dit, mais du coup, depuis le départ, un véhicule autonome, un véhicule électrique, pardon, sur une plateforme de véhicules électriques, une plateforme ad hoc. Alors que la plupart des constructeurs automobiles aujourd'hui essaient plutôt d'électrifier leur flotte à partir électrifier leur gamme à partir de plateformes de véhicules thermiques. Donc, on est plus dans un modèle d'adaptation pour les véhicules traditionnels qui essaient de s'électrifier que dans un modèle de réelle innovation, puisque Tesla travaille depuis le départ sur un véhicule électrique. La question du coup qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur cette dernière décennie et qui a permis à Tesla de devenir, en l'espace d'une décennie, la marque phare sur le véhicule électrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense à voiture électrique, on ne pense pas forcément à une Zoé ou à une BMW i3, on pense spontanément à Tesla. Et du coup, derrière ce constat, il y a plein de facteurs de succès. Il y en a 3 et je vais entrer dans le détail dès maintenant. Là où on sera a priori d'accord, et justement le débat pourrait être ouvert à ce sujet, c'est que Tesla est un très bon exemple, un réel cas d'usage de disruption. Donc la disruption, traditionnellement, c'est un terme qui a été popularisé par Clayton Christensen, qui était professeur à Harvard, et qui consiste en fait à aller attaquer un marché par le bas, on dit, donc en proposant un produit ou un service dégradé en termes de fonctionnalité, de caractéristiques, et de monter progressivement en gamme pour aller se frotter aux acteurs historiques et leur prendre des parts de marché. EasyJet ou la Wii sont des exemples de disruption. Et d'une certaine manière, Elon Musk gère aujourd'hui une entreprise qui est le disrupteur de l'industrie automobile. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est au-delà du résultat, c'est vraiment dans la vision et dans la mission que promeut Elon Musk qu'on voit cette volonté de disruption. Si je traduis en français librement la citation qui est à droite, on voit en fait qu'à l'origine, Tesla a été construite, a été lancée et aujourd'hui dirigée par Elon Musk dans le but en fait de catalyser la transformation du secteur automobile vers l'électricité. Donc son but, ce n'est pas forcément d'être le plus grand constructeur de voitures automobiles, les General Motors, Ford qui sont vraiment très très bien placés, mais c'est plutôt d'être le transformateur de cette industrie centenaire qui depuis longtemps n'a fait que des incréments en termes d'innovation et n'a pas revu complètement la manière dont l'industrie fonctionne. Donc, je parle bien d'industrie automobile. Pierre reviendra plutôt sur la question de la mobilité pour savoir si, au-delà de la voiture, Elon Musk a aussi participé à réinventer la manière dont on se déplace. En fait, ce qu'Elon Musk a fait, c'est qu'il a eu l'audace en fait, de se lancer dans l'électrification des véhicules et pour ça de raisonner à une échelle écosystémique. En fait, c'est un peu comme s'il s'était attaqué, en même temps que la construction des voitures, aussi à toute la production, la manière dont les voitures sont fabriquées, mais aussi à la manière dont elles sont alimentées en énergie, donc au travers des superchargeurs, mais aussi la manière dont l'électricité est produite pour charger les voitures, notamment au travers des panneaux solaires ou des briques solaires donc pour les particuliers. Donc, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qu'Elon Musk a essayé de transformer et en partie révolutionner. Donc, le premier théorème qui est à l'origine du bouleversement de Tesla sur l'industrie, c'est cette vision dont je parlais un petit peu plus tôt et qui est vraiment une vision fédératrice pour l'ensemble de l'écosystème. Cette vision, ce n'est pas la vision traditionnelle d'un fabricant de voitures. Tesla, en fait, a comme mission d'accélérer la transition du monde vers les énergies renouvelables. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant. On ne pense pas spontanément à un fabricant de voitures quand on voit ça. Et c'est vrai qu'en fait, d'une certaine manière, Elon Musk, pour atteindre cette ambition,
a compris qu'il fallait fabriquer des voitures. Mais en fait, fabriquer des voitures, pour Elon Musk, ce n'est pas une finalité. En fait, c'est plutôt un moyen d'atteindre cette vision. Et ça change tout parce que ça change la manière dont Tesla va fonctionner, va opérer et les risques que Tesla va prendre pour atteindre cette vision cible. Cette vision, elle est importante. Je disais qu'elle est fédératrice parce qu'en fait, elle permet de faire converger l'ensemble de l'écosystème, toutes les parties prenantes, dans une direction commune autour d'espoirs, de promesses et d'attentes qui sont partagées par l'ensemble. Donc, il y a bien sûr les journalistes qui suivent assidûment les déclarations d'Elon Musk et c'est vrai que les déclarations peuvent être assez polémiques, mais aussi l'ensemble des annonces liées à sa voiture. Les clients qui sont aussi des fans et des croyants qui on va dire, s'alignent derrière ce gourou, mais aussi les investisseurs et même les talents qui, du coup, sont embarqués, enrôlés autour de ce projet commun, qui est, dont Elon Musk se fait l'ambassadeur, se fait le porte-parole. Donc, l'ensemble de l'écosystème, en fait, partage cette vision et c'est ce qui permet justement trois choses. Ça s'incarne dans trois caractéristiques qui sont innovantes dans la manière de Tesla de promouvoir ses véhicules et notamment le véhicule électrique. La première chose, c'est qu'en fait, Tesla a réussi à construire une communauté, non pas de clients, mais plutôt de croyants, si on reste dans le champ lexical justement du gourou ou de l'ambassadeur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que et quand on a un ami ou une connaissance qui possède une Tesla, c'est qu'il parle de sa Tesla d'une manière très particulière. En fait, le bouche à oreille, c'est aujourd'hui ce qui fonctionne le plus. Les aficionados de Tesla, qui soient analystes ou qui soient propriétaires de Tesla, sont ceux qui s'occupent de faire le marketing, un marketing d'une certaine manière gratuit et délocalisé au service de la marque. Un autre ambassadeur très fort, donc c'est bien sûr Elon Musk, et la plus grande régie, on va dire, qui parle de Tesla, c'est le compte Twitter d'Elon Musk. Il suffit qu'il fasse un tweet pour que l'ensemble du marché soit déstabilisé, qu'on prenne 10% en bourse ou qu'on perde 10%, avec aussi les limites de ses prises de parole qui sont souvent assez controversées. Si on se focalise vraiment sur la partie publicité, en fait, Tesla dépense quasiment rien en publicité pour ses voitures. Il dépense à peu près 3 $, donc autant dire que c'est négligeable, alors que le budget moyen marketing pour un constructeur automobile se situe autour de 240 $. Donc, quand on connaît les marges dans l'industrie, qui sont d'une dizaine de pourcents, économiser 240 $ par véhicule, en fait, c'est énorme. Ça représente plusieurs pourcents. L'autre point qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que du coup, ce marketing viral, il fonctionne pour l'instant à une petite échelle, puisque je le disais, Tesla a vendu à peu près 1 million de véhicules en plusieurs années, donc c'est assez faible. Ça marche quand on est sur une cible d'early adopters, et c'est aujourd'hui le stade auquel est Tesla. Donc, gros enjeu, ça va être justement de passer à du mass market, donc de passer à l'échelle, et du coup d'aller conquérir des gens qui sont a priori éloignés de la technologie ou éloignés de cette hype autour de Tesla. Ça va passer par peut-être un ancrage plus fort avec un réseau de concessionnaires plus important, peut-être se distribuer chez des concessionnaires traditionnels, voire faire des publicités à la télé dans des magazines non-tech, peut-être quitter Wired ou The Verge et plutôt aller dans Automoto. Donc voilà, c'est un des gros enjeux aussi en termes de marketing de Tesla, c'est de ne pas rester uniquement autour d'un cercle de personnes déjà convaincues, mais d'aller toucher la masse et de passer ce qu'on appelle en innovation le gouffre de Moore, dans lequel beaucoup de startups malheureusement sombrent. Le deuxième élément important autour justement de cette vision, c'est un modèle économique qui est assez original dans l'industrie automobile, qui consiste traditionnellement, en fait, dans l'automobile, ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on produit des véhicules, ensuite on les met dans des concessions, et le but c'est de les vendre. Et on voit qu'avec la période du Covid, il y a beaucoup de véhicules qui n'ont pas été achetés, et une bonne partie des primes, des incitations gouvernementales qu'on a vues à l'issue du confinement, c'est pour aller déstocker les concessionnaires pour que de nouvelles voitures puissent être mises sur le marché. Donc, on voit qu'avec ce modèle-là, on est un petit peu moins résilient et aussi on anticipe de la production, donc on entame sa trésorerie avant les ventes. Ce que fait Tesla, c'est l'inverse, c'est qu'il va vendre avant de produire. En fait, ce que fait Elon Musk, d'une certaine manière, c'est du crowdfunding, mais à très, très grande échelle. Et il l'a fait à 2 reprises avec le Model 3 et avec le Cybertruck. Ce sont 2 véhicules qui ont vu se réaliser des centaines de milliers de précommandes.
Donc, quand on voit que c'est quelques milliers de dollars pour pouvoir précommander un véhicule, ça permet de donner du souffle à Tesla, de donner de la trésorerie pour pouvoir lancer la production et ne pas produire à perte les premiers véhicules. Et surtout, ça permet d'engranger des bons de commande qui sont à plus de 10 milliards de dollars en cumulé et qui permettent d'avoir une certaine prévisibilité sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est pour ça aussi que Tesla va plutôt bien en bourse. Je disais qu'ils valent près de 200 milliards. Ils ont à peu près rattrapé leur niveau d'avant-crise parce qu'en fait, ils n'ont pas à vendre aujourd'hui. Ils ont plutôt un défi de production. Alors, c'est un gros défi, mais ils ont déjà justement des acheteurs qui attendent leur véhicule. Et le dernier point sur la vision, en fait, c'est que ça permet de construire le pool de talents le plus différenciant. Et c'est vrai qu'on voit dans l'innovation, c'est avec les meilleurs talents qu'on arrive à produire les meilleurs produits ou les meilleurs services. Tesla arrive à fédérer, à rassembler les meilleurs développeurs logiciels dans la Silicon Valley, mais aussi arrive à débaucher des pontes de l'industrie automobile, que ce soit chez Mazda ou Toyota, où des grands noms justement de ces constructeurs ont accepté de rejoindre Elon Musk. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est vraiment une vision de capitaine d'exploration. En fait, Elon Musk, un petit peu comme à l'époque des grands explorateurs, a un projet un petit peu fou, un peu pharaonique, et essaie de convaincre les gens de monter sur le bateau avec lui. Et c'est vrai que cette vision, ce qu'elle permet de faire, c'est de convaincre des esprits un peu pionniers qui ont envie de prendre des risques, de le suivre, de monter avec lui, de constituer son équipage. On verra bien où ça les mène, mais en tout cas, ils sont prêts à partir à l'aventure. Et c'est vrai que ça se fait aussi avec des salaires qui sont inférieurs à ce qu'ils pouvaient avoir avant. Donc, c'est une double prouesse, arriver à débaucher des gens en leur proposant une promesse extraordinaire, tout en les payant moins cher, même si ça reste des salaires qui sont quand même totalement décents. Une illustration de ça, c'est qu'aujourd'hui, Tesla est le 5e employeur le plus attractif aux États-Unis. Et surtout, il n'y a aucun constructeur automobile dans le top 50. Donc, ça se traduit, cette hype autour de Tesla se traduit de manière visible aussi sur LinkedIn et pas que dans les médias. La deuxième caractéristique ou le deuxième facteur de succès qu'a mis en place Tesla, c'est justement ce changement d'état d'esprit qui a permis de casser un peu le statu quo de l'automobile. Et Elon Musk, qui est un esprit un peu conquérant et fantasque, illustre bien justement cet état d'esprit de disrupteur. J'en parlais un peu plus tôt, je parlais de disruption quelques slides avant. En fait, Tesla a mis en place un modèle inverse de celui de la disruption traditionnelle qui consiste à attaquer le marché par le bas. En fait, Tesla a attaqué le marché par le haut avec un Roadster, donc un véhicule qui était basé sur la Lotus, qui était en fait plus un proof of concept qu'une voiture, et que Elon Musk a vendu à des stars de la Silicon Valley. Donc, les patrons de Google, par exemple, avaient un Roadster. Et en déambulant comme ça dans les rues de la Silicon Valley, a permis de créer un premier buzz autour de la voiture et de la marque, et puis du coup de commencer à générer un petit peu de chiffre d'affaires. Et bien sûr, a permis aussi de développer toute la R&D autour de ce véhicule. Donc, de ce proof of concept et de cette notoriété ainsi que de toutes ces compétences acquises sur la recherche et le développement, la deuxième étape a été de développer un modèle un peu plus accessible qui était le réel produit Tesla, c'est-à-dire le modèle S et le modèle X qui se ressemblent. Le modèle X est un petit peu plus gros, mais qui avait vocation à toucher un marché un petit peu plus large et d'aller s'attaquer à des acteurs de l'industrie automobile plus traditionnels comme BM, Mercedes, etc. Et à partir de l'argent empoché sur les ventes de ces véhicules-là, de démocratiser, et c'est l'ultime étape qu'Elon Musk est en train de mettre en place et sur laquelle il apprend beaucoup en termes de passage à l'échelle, c'est justement la démocratisation avec le modèle 3 qui commence à 35 000 $. Avec toutes les options, c'est plutôt 50 000 $, mais qui est un petit peu plus au prix des Audi ou des bonnes berlines. Donc, cette stratégie antidisruptive, plutôt dans la manière de faire que de prendre à contre-pied cette stratégie, elle est aussi décrite dans les master plans qui sont en fait les plans de vision, la roadmap à long terme, à 10 ans, que Elon Musk met régulièrement à jour. En 2005, Elon Musk a expliqué qu'il voulait passer d'un Roadster à un Model S. C'est ce qu'il a fait justement sur une décennie. Et en 2015, Elon Musk a expliqué qu'il devait passer
justement à la deuxième étape, de passer à l'étape de l'industrialisation en passant du modèle S au modèle 3. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder justement les master plans d'Elon Musk, ce qui permet en fait de voir la façon dont il envisage aussi le développement de l'entreprise. Un point qui est important aussi à avoir en tête sur la manière dont Tesla fonctionne en termes d'organisation, c'est justement autour de l'intégration. En fait, traditionnellement, un constructeur automobile va faire appel à énormément de prestataires, va externaliser un très grand nombre de développements et finalement se positionner plutôt comme un assembleur sur la chaîne de production pour livrer des véhicules. Tesla, ce que Elon Musk a revendiqué et ce que Tesla a fait, c'est de garder la main, de faire du Tesla sur énormément de composants qui sont stratégiques. Par exemple, le petit iPad, enfin le grand iPad qui est au sein de la voiture, la batterie, j'en parlais, la supply chain, etc. Ce qui permet du coup de contrôler la qualité, les coûts, les marges sur l'ensemble de la production. Et au-delà de l'intégration, le modèle qui a été mis en place, qui est un modèle beaucoup plus agile, c'est un peu de repenser la façon dont on travaille dans les usines en mettant un peu comme sur des plateaux projets, à la fois des ingénieurs, des ouvriers, des équipes de design, des équipes d'assemblage, et donc de pouvoir réduire finalement les cycles de décision et les cycles d'itération. Finalement, les gigafactories, c'est comme ça que Tesla les appelle, les entreprises dans lesquelles on va produire les équipements Tesla, sont des produits à part entière. Et c'est ce qui permet de développer des produits à haute valeur ajoutée, surtout de contrôler les coûts. Si je prends l'exemple des batteries, les batteries peuvent représenter à peu près 40% du prix du véhicule. Et Tesla, avec sa recherche et son développement très pointu sur le sujet et ses années de développement, a permis de réduire de près de 30% par rapport à ses concurrents le prix des batteries, le prix du kilowattheure. Donc, c'est ce qui permet d'avoir une marge de manœuvre, soit pour jouer sur les prix, soit pour jouer sur les profits. Et du coup, le dernier théorème que je voulais présenter, c'est justement autour du software. C'est vrai que Tesla, on le présente comme une entreprise, un fabricant de voitures, mais c'est aussi en fait une entreprise technologique qui développe autant du hardware que du software. Les voitures Tesla sont en fait un peu plus proches de l'iPhone que de la Renault ou de la Mercedes, puisqu'elles ont au cœur en fait un système d'exploitation qui fonctionne en synergie avec l'ensemble des composants de la voiture. Et ce que dit un des anciens directeurs du logiciel chez Ford, c'est justement que le niveau d'intégration du software dans le hardware est inégalé chez Tesla. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le fait d'avoir du logiciel, c'est aussi facteur de différenciation et de valeur ajoutée, puisque ça permet en fait à Tesla, par exemple, de mettre à jour par exemple l'autopilote, donc du jour au lendemain, de pouvoir proposer à ses clients une voiture sur simple mise à jour, une voiture autonome, ou en tout cas autonome de niveau 3, alors que la veille, on devait la conduire soi-même. Donc ça, c'est intéressant. Ce n'est pas juste du gadget, ce n'est pas pour contrôler la climatisation ou pour contrôler la musique, c'est vraiment pour contrôler le véhicule. Et justement, là-dessus, c'est un premier pas vers l'autonomie, puisque c'est cette intégration forte de composants électroniques et de logiciels qui va permettre à Tesla, et on pourra y revenir, de développer à partir de voitures qui se conduisent par des humains, de fabriquer une grande flotte de véhicules autonomes. Et pour terminer, justement, avec le logiciel, avec cet OS, ce système d'exploitation de Tesla, on peut voir deux trajectoires possibles pour l'entreprise. La première trajectoire, c'est une trajectoire à la Apple, où Tesla en fait, aurait constitué un réseau exclusif, un écosystème exclusif de produits et de services qui sont uniquement composés de produits Tesla ou de services Tesla et à disposition d'utilisateurs Tesla, donc les propriétaires de voitures. L'autre stratégie, c'est de développer plutôt une flotte de véhicules qui pourraient s'intégrer dans un opérateur de type MaaS, comme Google Maps, Citymapper ou même l'assistant SNCF qui maintenant intègre Uber, et du coup d'être plutôt un mode de transport parmi d'autres. En fait, quand je dis ça, on voit que le débat passe finalement de l'automobile à la mobilité. Et là, je vais laisser la parole à Pierre qui va donc prendre le relais pour parler encore de disruption sur la mobilité. Je vous ai expliqué que finalement Tesla a disrupté l'industrie automobile. La question à laquelle va répondre Pierre, c'est de savoir s'ils ont aussi disrupté l'industrie de la mobilité et la manière dont on aujourd'hui se déplace.
Bonjour à tous. Pour très rapidement me représenter, donc je suis ingénieur designer chez Faber Novel et si je prends la parole maintenant sur cette partie de l'étude sur Tesla, c'est parce qu'on s'intéresse aujourd'hui à tout ce qu'on appelle du design systemic, c'est-à-dire la conception aujourd'hui de solutions et de services repris dans un contexte d'écosystème et donc de prise en compte d'externalités et d'impact. Et je pense que c'est important dans le cas de Tesla d'évaluer aujourd'hui aussi l'impact ou les externalités qu'a ce modèle-là sur notre société et sur la mobilité au sens large. Et notamment se poser la question sur finalement si Tesla est aussi sexy qu'il semble paraître l'être. Prenons un peu un temps pour évaluer si Tesla est attractif à une autre échelle, une échelle plus globale, plus systémique qu'uniquement l'automobile, mais celle de l'environnement et également du territoire. Alors, on le sait tous, hein, dans un contexte aujourd'hui où le secteur des transports et de l'automobile sont montrés du doigt, notamment par rapport à leur production excessive des effets des gaz à effet de serre, le carburant aujourd'hui reste la clé de voûte dans le secteur automobile pour engager une transition écologique. Et c'est d'ailleurs l'un des leviers clés de Tesla pour atteindre sa mission, c'est le passage du véhicule à essence au véhicule électrique. Alors oui, quand on regarde de plus près la quantité de CO2 aujourd'hui émise par distance parcourue sur tout le cycle de vie d'un véhicule, on voit que c'est déjà une première étape significative, car d'après l'étude d'impact qu'a réalisée Tesla en 2019, le véhicule électrique est en moyenne beaucoup moins polluant qu'un véhicule à essence sur tout son cycle de vie. Et d'autant plus quand on prend un modèle de véhicule partagé et dans un pays comme la France, au mix énergétique bas carbone, en tout cas plus important que d'autres pays. Mais le véhicule électrique a également sa part de pollution et principalement dans sa production de sa batterie. Dès sa sortie d'usine, le véhicule électrique est déjà plus polluant que le véhicule à essence. Il va falloir attendre 40 000 km de route finalement d'un véhicule à essence pour qu'il devienne moins compétitif qu'un véhicule électrique. Alors, c'est déjà une première étape gagnante pour l'électrique, à condition, donc, comme je le répète, de développer davantage un mix énergétique à l'échelle des territoires et également d'optimiser cette phase de production des batteries. Car pour atteindre un modèle vertueux et durable comme l'entend Tesla, il reste encore beaucoup d'efforts à faire au niveau des batteries. Car la voiture électrique, par essence et nativement, a déjà un coût écologique, en tout cas une dette écologique élevée, celle de la production, du circuit et du recyclage des batteries. D'un côté, on l'a vu, un coût écologique de la production des batteries, et de l'autre, c'est toute une filière aussi à penser, à repenser autour de la conception des batteries. Il y a de nombreuses problématiques autour de l'exploitation des ressources non renouvelables dans la conception de ces batteries, du lithium en Amérique du Sud, au métaux rares en Chine, en passant par le cobalt en Afrique. Il y a des problématiques d'appauvrissement en eau dans les communautés locales, des conditions de travail non réglementaires, l'exploitation d'enfants, des rejets toxiques. En tout cas, de nombreux enjeux aujourd'hui que Tesla doit répondre dans la conception de ses batteries. Il a commencé déjà à y répondre avec quelques initiatives, comme la recherche de substituts au cobalt, l'optimisation du procédé d'extraction des métaux rares pour diminuer l'émission de CO2, l'audit et le contrôle de qualité de ses prestataires. Quelques initiatives, mais qui semblent encore insuffisantes par rapport aux nombreuses externalités que annoncent finalement les batteries. Mais le sujet des batteries n'est pas suffisant et finalement la question du carburant est assez limitative quand on réfléchit au secteur automobile. Car si le problème ne venait uniquement du type de carburant choisi, eh bien, c'est assez insuffisant quand on réfléchit à l'échelle du territoire. Car électrique ou non, c'est pas le modèle de véhicule en lui-même qui représente ses limites, mais c'est toutes les externalités qu'on peut y voir. Alors, selon différentes études, et notamment une étude qui a été réalisée par Sylvain Grisot dans son livre L'urbanisme circulaire, il constate que la plupart des trajets qui sont faits aujourd'hui en véhicule déjà représentent une sous-exploitation de véhicules parce qu'en moyenne, c'est 1,2 personnes à bord qui est embarqué dans un véhicule et des distances finalement assez courtes de trajet. Généralement, 40% des trajets en agglomération font moins de 3 km aujourd'hui dans une collectivité. Donc, non seulement le véhicule aujourd'hui est sous-exploité, mais également on relève aussi une performance énergétique moindre et plus faible que d'autres moyens de transport, comme les transports en commun, la marche ou le vélo.
Et la tendance actuelle pousse à concevoir aussi des véhicules qui sont de plus en plus contre-productifs. C'est-à-dire qu'on connaît finalement ces externalités, mais on a tendance aujourd'hui à les aggraver dans la façon dont on conçoit nos véhicules. Et ça semble en contradiction finalement avec ce contexte environnemental qu'on fait face. D'un côté, on voit apparaître des véhicules de plus en plus lourds, plus de 60% plus lourds que d'habitude, pour améliorer la sécurité normalement de ces véhicules. Des véhicules de plus en plus rapides, à plus de 42% plus rapides, au-delà des limitations de vitesse imposées aujourd'hui, de plus en plus hauts et plus volumineux. Bref, finalement, des véhicules plus lourds, plus rapides, plus hauts, et donc forcément plus puissants, et donc une demande d'exigence en termes de puissance plus de 192% au-dessus. Et si on utilise aussi une autre unité de mesure qu'on a l'habitude d'avoir sur nos véhicules, c'est-à-dire le kilomètre-heure, le litre de gasoil, le litre par kilomètre, et dans le cas des véhicules électriques, le kilowattheure par kilomètre. Si on utilisait une autre mesure que celle du véhicule et en prenant celle de nos territoires, de nos villes comme le mètre carré, on se rend compte également de la place importante que les véhicules aujourd'hui ont pris dans notre société, dans nos villes. Selon une étude de l'Institut des transports des Pays-Bas, ils estiment qu'un véhicule roulant à 50 km/h en ville occupe par passager environ 140 mètres carrés dans notre espace public. Alors on le voit, inefficace énergétiquement, la voiture l'est aussi spatialement dans nos villes, ce qui participe du coup à l'étalement urbain, qui lui-même allonge sans cesse ses distances parcourues et finit par aggraver du coup les effets écologiques qu'on constate aujourd'hui. Alors Tesla, dans tout ça, que mène Tesla? Finalement, est-ce que Tesla a choisi le meilleur moyen pour répondre à sa mission aujourd'hui d'engager la transition écologique? Est-ce cela l'avenir de la mobilité? Quand on voit le modèle de Cybertruck que Tesla annonce, qui fait près de 3,4 tonnes, on a quelques éléments de réponse finalement par rapport à cette question de la disruption du modèle. Quand on voit que le modèle reste sur un modèle de propriété plutôt qu'un modèle de véhicule partagé, quand le modèle reste sur un modèle de vente aux particuliers en B2C, plutôt qu'engager des discussions sur des modèles plutôt B2B en gestion de flotte, quand on voit aussi que le modèle est plutôt sur un modèle de véhicule volumineux, lourd, imposant, plutôt que compact, dense ou léger. Certes, le modèle de Tesla, les différents modèles de voitures de Tesla sont peut-être mieux que des Ford F-150, mais ça ne représente peut-être pas la disruption espérée de la mobilité qu'on peut attendre. Et il ne s'agit donc pas uniquement de l'industrie automobile qu'il faut disrupter, mais de comment et pourquoi nous nous déplaçons. Si disrupter le modèle de l'industrie automobile ne suffit pas, on peut le voir à travers ces différents impacts, externalités, il faut peut-être revoir notre modèle de mobilité, notre façon de faire la ville également. Il y a de nombreuses initiatives aujourd'hui et depuis plusieurs années qui voient le jour à travers le monde par des développeurs, des promoteurs, des collectivités, des organismes qui voient apparaître des modèles de mobilité qui décentrent finalement la ville et les organismes décentrent du véhicule. À l'image de ce quartier qui est en cours de développement dans la région de San Francisco qui s'appelle Cul-de-Sac, qui propose un mode de vie sans véhicule, ce qu'ils appellent un car-free programme. Et en échange finalement de ce cadre de vie sans véhicule, propose des alternatives de mobilité douce, des logiques de partenariat également avec des systèmes de transport déjà actuels. Bref, cette fin d'ouverture également sur le modèle de Tesla nous interroge sur la vraie disruption qui est attendue, qui ne doit pas se limiter finalement aux véhicules que Tesla peut entendre, mais qui pourrait se cacher davantage derrière de nouvelles régulations, derrière de nouvelles façons de concevoir, peut-être davantage centrées sur les usagers et sur une mobilité davantage que le transport, une mobilité moins carbonée.